Bonjour, aujourd'hui on va voir quelques structures de données en Idris 2 et comment les utiliser pour résoudre des problèmes de l'Advent of Code. Alors d'abord on va voir quelques structures de données de Idris de base, qui sont notamment la liste. C'est vraiment une structure de base dans les langages de programmation fonctionnelle, qui sont définis par un type. Alors en Idris c'est list, et on met un paramètre de type qui est le type des éléments à l'intérieur de la liste. Donc une liste de A, c'est soit la liste vide, qu'on peut appeler nil, et sinon c'est la construction d'une liste, donc d'un élément A, sur une liste existante, liste A. Okay. Pour que ce soit plus pratique à utiliser, on utilise plutôt un opérateur ici pour empiler des éléments. En Haskell c'est 2 points, en Idris c'est 2 points 2 points. On a donc un type liste qui est polymorphe. On peut paramétrer par le type des éléments à l'intérieur de la liste, avoir une liste d'entiers, une liste de doubles, une liste de caractères, tout ce qu'on veut. Et c'est un type qui est également récursif, parce que la définition de liste utilise la notion de liste elle-même. Donc voilà comment c'est défini en Idris. On peut créer nos propres listes, du coup. Alors par exemple une liste d'entiers. Et je peux dire c'est la liste vide, ou alors c'est la liste vide sur laquelle j'empile la valeur 37, donc ça va me donner la liste avec uniquement l'élément 37. Si je veux la liste 13-37, sur cette nouvelle liste, je vais empiler 13, etc., etc. On a des raccourcis d'écriture pour que ce soit plus simple à écrire, avec les crochets ici, donc 13-37,37, ça va me donner la liste équivalente. Également, ce qu'on peut faire, c'est avoir des listes de nombres. Donc si je fais 1.6 par exemple, ça va me donner la liste 1, 2, 3, 4, 5, 6. On peut le tester ici. Donc, je vais afficher, c'est ma liste 1. Ok, donc ça compile. Et il m'affiche bien ma liste 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Cette définition récursive, elle est très pratique pour parcourir la liste, en partant du premier élément, puis en décomposant. Donc on a le premier élément, puis le reste de la liste, la sous-liste, et du coup on peut faire des fonctions récursives où on va tester quelque chose on va faire quelque chose sur le premier élément, et si ça fonctionne pas, on fera un appel récursif sur les éléments suivants, etc. On peut faire des algos assez intéressants récursifs, assez naturellement, avec une liste. Par exemple, si je cherche un élément dans une liste, je vais chercher un élément de type A dans une liste de A, et je vais retourner, est-ce que oui ou non, cet élément est présent dans la liste. Bon. Alors on va comparer les éléments, donc il faut qu'ils soient de classe EC. Je rajoute la contrainte de type ici. Comment on peut faire notre fonction? J'ai un élément E dans une liste, alors soit c'est la liste nil, dans ce cas qu'est-ce que je fais? Soit c'est la liste où il y a un élément X empilé sur une sous-liste XS, et qu'est-ce que je fais? Si la liste elle est vide, l'élément n'est pas présent, donc on retourne faux. Si la liste n'est pas vide, on a un élément X au moins, on va pouvoir comparer, est-ce que X est égal à E? Si c'est le cas, on peut retourner vrai. Si c'est pas le cas, on va dire, ou sinon, on fait l'appel récursif pour rechercher l'élément E dans la sous-liste XS. Et donc ça va bien faire des appels récursifs qui vont converger vers le cas d'arrêt ici, ou arrêter avant si jamais on a trouvé un élément qui correspondait. Alors on va tester ça. Donc on va chercher l'élément 3 dans ma liste, ça il devrait le trouver. Et si je lui demande l'élément 42, ça normalement il devrait pas le trouver. Donc il devrait me retourner vrai ici et faux ici. Ça compile, vrai faux, ça a l'air de fonctionner. Ok, donc ça c'est pour les listes, c'est assez pratique pour gérer des ensembles d'éléments. Par contre, si on a besoin d'accéder à un élément, à une position donnée dans la liste, il faut potentiellement parcourir toute la liste, c'est vraiment une liste chaînée, et arriver à la position qui nous intéresse. Si on doit faire ça souvent, c'est pas forcément efficace d'utiliser des listes, il vaut mieux utiliser des tableaux, qui sont donc des blocs de code, et on peut accéder à un élément facilement, parce qu'on connaît le début, on connaît la taille des différentes cases, donc on peut accéder au milieu du tableau très rapidement. Par contre, si on veut ajouter un nouvel élément dans un tableau, potentiellement il va falloir recréer un bloc de code, copier les anciens éléments et définir le nouvel élément. Donc selon ce qu'on veut faire, le choix de la structure de données est vraiment important. Alors en Idris, il y a des tableaux qui existent. Leur type c'est IO, array, et ici on a le type de ce qu'il y a dans chaque case du tableau. C'est des tableaux qui sont modifiables,
et qui ont besoin de faire des effets de bord. C'est pour ça que ça s'appelle IOArray. Donc ici, on va en fait définir non pas un tableau array 1, mais un constructeur de tableau qui va réserver de la mémoire pour une zone particulière dans un contexte qui peut faire des entrées-sorties. Donc il faut le définir comme ça. On a un contexte d'entrée-sortie IO. On va avoir un tableau IOArray par exemple de int. Et donc ça, pour faire ça, on va avoir besoin de faire des entrées-sorties. Donc ça va s'écrire de cette façon-là. Mon constructeur de tableau, si je veux faire une liste, enfin un tableau avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 dedans, et ben on pourra faire quelque chose comme ça. Pour construire le tableau, il y a plusieurs façons. On peut le faire à partir d'une liste. Donc on peut faire from list de 1, 2, 3, 4, 5, 6 et convertir ça en tableau à 6 éléments. Par défaut, enfin non pas par défaut, le type IOArray, il peut gérer des cases vides. Donc ici, il faut bien qu'on dise à chaque fois on a la valeur just 1, just 2, etc. Donc c'est pas tout à fait from list, c'est from list de map just, parce que nous on va remplir toutes les cases. Okay. Donc si je fais ça, on va pouvoir tester. Donc ici je vais faire un premier tableau qui reçoit l'appel à ma fonction ici. Et par exemple je peux récupérer un élément de ce tableau. La fonction c'est read array. On lui donne le tableau et le numéro de la case. Donc si par exemple je prends la case 2, ça va être, donc ça commence à 0, donc ça c'est le troisième élément, donc ça doit vraiment renvoyer 3. On va afficher le résultat. Hop. Ok. Ça compile. Donc il va devoir m'envoyer un just 3. Voilà, c'est bien ce qu'on a ici. Si on veut refaire la fonction de tout à l'heure pour chercher un élément dans notre tableau, là il va falloir parcourir les différentes cases. C'est pas forcément des accès aléatoires, c'est des accès successifs, mais peu importe. Donc on va avoir, pareil, on a besoin de faire des entrées-sorties pour lire le tableau. On a un élément de type A, un tableau de type IOArray de A, et on va avoir également besoin de la taille du tableau, parce qu'on la connaît pas comme ça directement. Ce qu'on peut faire, c'est ajouter en fait la position du dernier élément, et pour implémenter notre fonction, on va pouvoir regarder du dernier élément jusqu'au premier, en parcourant dans le sens inverse, et comme ça on saura où on en est dans notre parcours. Donc on va pouvoir utiliser ce paramètre à la fois pour connaître la taille du tableau et pour faire notre parcours lui-même. Donc peu importe, et ça va nous retourner un booléen dans un contexte d'entrée-sortie, puisqu'on a besoin de faire des lectures ici. On va avoir besoin aussi de comparer les éléments du tableau, les A ici, donc il faut rajouter la contrainte avec A ici. Ok, donc on a notre élément E, notre tableau, et la taille, ou plutôt le dernier élément, donc je vais appeler ça I. Comme on va faire, déjà on regarde si I il est inférieur à 0, ça veut dire qu'on a fait tout le parcours. Dans ces cas-là, on n'a pas trouvé, donc on va retourner faux. Et comme on est dans un contexte d'entrée-sortie, il faut que ce soit la valeur pure qu'on retourne. Donc on écrit ça. Si le I il est valide, il n'est pas 0, on a encore des parcours à faire, donc on va pouvoir récupérer l'élément X. C'est une lecture, entrée-sortie. La fonction, on a vu, c'était read array sur notre tableau et à la position I. Et ensuite, on va pouvoir tester, est-ce que X est égal à notre élément E. Alors X, ça retourne un maybe. Donc ici, on va regarder est-ce que c'est la valeur just E. Si c'est le cas, on a trouvé, donc on peut retourner la valeur true. Sinon, il faut faire le parcours sur la case précédente jusqu'à arriver au début du tableau, et là on aura tout parcouru. Donc lm array de notre élément E, de notre tableau, et à la position i-1. Okay. Donc là on a fait la récursivité. Idriss vérifie la totalité des fonctions, notamment que les fonctions récursives terminent. Là avec notre implémentation, il n'est pas capable de les terminer automatiquement. Alors, on aura pu faire soit une implémentation où c'est plus explicite, sinon on peut dire que on lui demande de ne pas vérifier la terminaison. Ok, on va tester du coup notre fonction. lm array, on va reprendre les tests d'avant, donc on a 3 sur R1, et le dernier élément c'est le numéro 5, et on va récupérer le résultat et l'afficher. Donc on va faire ça pour la valeur 3, pour la valeur 42 comme tout à l'heure, et comme tout à l'heure il devrait nous retourner vrai pour le premier et faux pour le deuxième. Alors ça compile. Ok, donc on a bien vrai et faux, donc c'est bien.
ce qu'on voulait. Ok, donc voilà pour les tableaux. Également une structure de données intéressante, c'est tout ce qui est dictionnaire. Donc on a map et set en Idris. Le dictionnaire c'est vraiment map, c'est un système clé-valeur, un ensemble clé-valeur. Donc pour une clé, il va nous donner une valeur et est capable de faire des recherches rapidement. Là-dedans c'est sous forme d'arbre, donc souvent c'est en log de n pour la recherche. Et il stocke les éléments de façon unique. Une clé est stockée de façon unique dans la structure. Alors, il y a plein de fonctions qui nous permettent de faire ça. C'est une structure de données qui est pure, donc on peut faire ça n'importe où. Là, j'ai fait une petite fonction test map qui fait des entrées-sorties, on va pouvoir tout tester avec des affichages là-dedans, mais la structure en elle-même, elle est vraiment pure. Donc on peut faire un premier dictionnaire, dict 1 par exemple. Son type, ça va être un map, donc en SQL, c'est sorted map. Souvent c'est implémenté, il y a plusieurs façons de faire, soit sous forme d'arbre, soit sous forme de clé de hachage, ce genre de choses, donc différentes implémentations dictionnaires. Celle de Idris, c'est une structure d'arbre, et les données sont stockées de telle sorte que si on veut récupérer tous les éléments dans une liste par exemple, on aura une liste triée parce que la structure d'arbre est faite de cette façon. On doit lui donner le type de la clé, alors par exemple des entiers, et le type de la valeur, par exemple une chaîne de caractères. Je peux faire ça. Je vais le définir à partir d'une liste. On peut convertir une liste en un dictionnaire. Pour ça, on lui donne la liste des couples clé-valeur. Par exemple, pour la clé 1, je vais avoir le texte 1 ici. On va mettre en anglais, ce sera plus simple. 1. Hop. Une deuxième paire clé-valeur. Pour 2, je vais mettre tout. Hop. Et voilà. Donc qu'est-ce qu'on a intéressant? On peut faire des recherches efficaces avec la fonction lookup. Donc la fonction c'est lookup d'une clé dans un dictionnaire. Si par exemple je recherche 2 dans mon dictionnaire, ici, et que j'affiche ça. Ok, donc le lookup il va regarder, il va me retourner un maybe et la valeur, donc soit un just avec la valeur si la clé existait vraiment, soit nothing si la clé n'est pas dans le dictionnaire. Donc on peut faire ça. Si je cherche quelque chose qui n'existe pas, par exemple la valeur 3, donc là il devrait me retourner just tout, et là nothing. On va tester. Ok, ça compile. Oui, il faut peut-être que j'appelle ma fonction. Hop. Just to nothing, donc celle-là de correspondre à ce qu'on voulait. Pour les ensembles, c'est le set, c'est la même chose en fait, c'est comme un sortie de map et on n'a qu'une clé, et ici on aurait unit, on n'aurait pas de valeur en fait. Ça permet d'avoir des ensembles, de pouvoir chercher si un élément appartient à un ensemble de façon efficace en log de n, et également d'insérer des éléments dans un ensemble et en évitant les doublons, puisque les fonctions ici nous assurent que l'élément est contenu de façon unique dans l'ensemble. Donc pareil, on peut faire un set 1 par exemple, qui sera sorti de set d'entier. Donc là il y a juste la valeur de la clé, il n'y a pas de valeur vraiment. Donc set 1, alors comment on va le définir? On pourrait faire un from list, on va faire un from list pour celui-ci. Donc ici j'ai juste les clés à donner. Qu'est-ce qu'on va mettre? 42, 13 par exemple. Ok, on peut faire un deuxième ensemble. Pareil, c'est la sortie de set entier. Et puis on peut les finir à la main, par exemple. On a un petit qui existe, c'est l'ensemble sans éléments. Si je veux ajouter dessus, je peux faire un insert. Donc, insert, on va rajouter 42 par exemple. Et là-dessus, on va aussi insérer 37. Hop. Hop, c'est ça. Et si je veux définir un troisième ensemble qui est l'union des deux précédents, on peut le faire. Ça va être union de set 1 et de set 2. Et puis on va afficher les éléments.
dans une liste qu'on va récupérer. Donc la fonction c'est toList de set 3. Et pour éviter les ambiguïtés, on va dire que c'est le toList de sortie de set. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on devrait observer? Déjà que le 42 qui existe deux fois dans l'élément final, il apparaît une seule fois. Et en plus, comme c'est implémenté de façon à ce que ça trie les éléments, on devra avoir d'abord le 13, puis le 37, puis le 42 dans cet ordre-là, alors que c'est pas forcément dans ce sens-là qu'on les a ajoutés. J'appelle ma fonction ici, et on vérifie ça. Ok, ça compile, il exécute, et donc on a bien 13, 37, 42, c'est dans l'ordre, 42 n'apparaît qu'une fois, donc c'est bien correct. Voilà, donc ce type de données, il peut être pratique pour certains usages. Les dictionnaires, pareil, c'est une structure de données qui est assez pratique également. Donc voilà pour quelques types de bases de Idris. Ce qu'on va voir maintenant, c'est comment manipuler des tableaux de 2D. C'est une représentation qui est assez courante, par exemple pour des images, pour des matrices, ce genre de choses. Ça peut être des données sous une forme assez courante à manipuler. On peut faire ça de différentes façons en Idris. On peut faire d'abord une liste de listes. Je pourrais définir un type matrix list d'éléments de type A, et ce serait une liste de A. Donc en fait l'idée derrière c'est je vais stocker chaque ligne, et chaque ligne c'est une liste d'éléments. Le type, il faut donner son type ici. Donc en fait, je vais construire un type à partir d'un type précédent. Donc ici, matrix list, c'est un constructeur à partir d'un type qui va construire un type. Ok. Donc ça c'est le système de type de Idris qui permet de faire ça. C'est assez pratique à utiliser. Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir définir mes matrices sous forme de liste. Donc si je dis myMatrixList 1, c'est un matrix list, je vais pouvoir définir les listes qui décrivent ma valeur ici. Donc c'est une liste de lignes. Ici j'aurai une ligne, par exemple une deuxième ligne, etc. On va faire une matrice 1, 2, 3, 4 sur la première ligne. Donc, je peux l'écrire comme ça, 1, 2, 3, pardon, et 4, 5, 6. Hop, et voilà. Donc, on peut faire des choses comme ça, c'est bien une liste de listes, la première ligne, la deuxième liste, etc. Alors il faut bien que je mette le type aussi de mes éléments à l'intérieur de la liste, par exemple des entiers. Donc là ça correspond, il est content. Ok. Comment on fait pour ensuite accéder à un coefficient de la matrice? C'est quelque chose qui est assez courant d'avoir à faire. Si par exemple je veux accéder à l'élément 4, ce serait la ligne 1, 1, donc 0, 1, et la colonne 0. Donc l'élément 0, 1, ça devrait être 4. Alors comment on peut faire une fonction qui fait ça? On va le faire là. C'est une fonction qui va prendre une matrix list, on va mettre un entier naturel, le numéro de la ligne, pareil pour le numéro de la colonne, et ça va nous retourner un élément, et cet élément aussi, peut-être qu'il n'existe pas si jamais mes IJ étaient en dehors de la matrice, et ici il faut bien que je dise que c'est une matrix list de A. Donc voilà la signature qu'on aimerait avoir. Au niveau du code, comment on peut faire ça? En fait on a donc ici j'ai ma matrice, on a une fonction getAt qui permet d'accéder à l'élément d'un indice donné d'une liste. Donc ici en fait donc ma matrice, le i, le j, j'ai oublié les paramètres. Donc si je fais getAt i de m, ça va me retourner la liste à l'indice i. Donc si par exemple j'ai fait si j'avais appelé ma fonction sur cette matrice là avec i égale 1, et il va me retourner 4, 5, 6. Donc de nouveau je vais pouvoir faire un getAt là-dessus pour accéder à l'élément j. Donc ça en fait ça retourne un maybe. Moi je retourne un maybe, en fait on peut travailler dans le contexte maybe, donc j'ai juste à faire un bind de getAt j sur le résultat de ça, c'est-à-dire la ligne ici. Et donc j'ai le droit de faire un getAt là-dessus. Ok, bon c'est pas très important, ça a l'air de fonctionner. On va tester sur ma matrix list 1 si on arrive à accéder à notre élément 1, 0. Donc on va faire println get ij matrix list, on a dit c'était my matrix list 1 et ligne 1 colonne 0, et ça devrait nous retourner un just 4. On va voir si c'est le cas, ça compile,
just 4, donc ça a l'air de fonctionner. Ok, donc du coup, qu'est-ce qu'on a là? On peut faire des... Alors on va peut-être continuer là-dessus. Ouais. Si là, on a testé sur des entiers, donc le type est général, on l'a testé sur cette matrice d'entiers. On peut utiliser des données d'autres types, par exemple, avec l'Advent of Code, on a souvent des plateaux de jeu avec des tableaux de caractères. Donc ici, par exemple, on a ici une première ligne, donc c'est sûrement une chaîne de caractères avec un plateau de dés où c'est séparé par des lignes avec le retour de la ligne ici. Comment on peut faire pour transformer ça en matrice de char? Et ben on va regarder. Donc ici, si je définis la matrice qui correspond à ces données d'entrée là, ce string ici, ce que je voudrais avoir c'est ça, mais sous forme de matrix list de char. Et ben en fait, ça revient à faire mon input matrix 2. Je vais le découper par ligne. On a la fonction lines qui permet de faire ça. Donc on aura une liste de strings, et à chaque fois on aura toutes les lignes ici. Il faut les convertir en liste de char avec la fonction unpack. Donc sur chacune des lignes, je vais appliquer la fonction avec un map unpack sur mes lignes, sur mon entrée ici. Ok. Donc voilà pour convertir du texte ici en une matrice de char. Si on veut afficher ça pour débugger, pour voir un peu la tête de nos données, on peut faire une fonction ici. Alors son type ce sera, on va faire des entrées-sorties. On va prendre une matrix list, on va se limiter à des charges, ce sera plus simple à écrire, et on aura donc des actions d'entrée-sortie. Ok, donc j'ai ma matrice. Qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais parcourir toutes les lignes. Pour ça, on a un petit for ici. On va prendre chaque ligne de M. Donc on a les différentes lignes successivement. On va appliquer une fonction qui prend cette ligne et qui fait un affichage de chaque colonne. Donc ça va être la même chose. Et ici, sur chaque élément de la ligne, je vais avoir un caractère. Et je vais pouvoir faire un put, alors c'est put char de ce caractère-là. Et entre chaque ligne, un put char d'un retour de la ligne, donc le caractère anti/n. Ok. Ça a l'air pas mal, on va tester. Donc on va faire print matrix list de, alors elle s'appelle my matrix, c'est liste 2. Et donc il va nous rafficher nos données qu'on avait sous forme de chaîne de caractères, de string. Voilà, mais après l'avoir mise dans une matrice de caractères. Donc ça a l'air pas mal. Ok, donc là on a vu comment faire une matrice, un tableau 2D avec des listes de listes. C'est assez pratique à utiliser, c'est pas vraiment très compliqué. Par contre, il y a un souci, c'est que les listes sont indépendantes. Si ici j'ai une liste de tailles différentes, bah ça c'est plus une matrice. Mais le système de type, bah pour lui c'est valide quand même, parce que c'est quand même une liste de listes. Le type, la taille n'apparaît pas dans la liste ici, donc pour lui c'est valide. Et un autre problème, c'est que si je veux accéder à un élément à l'intérieur de mes données, et ben il va falloir parcourir les deux listes. Donc parcourir la liste de lignes, et quand on a trouvé la bonne ligne, parcourir tous les coefficients pour accéder à la case voulue. Donc c'est pas forcément très performant si on a des grosses données et beaucoup d'accès. Pour faire ça, on a vu que les tableaux c'était plus pratique. On pouvait accéder à un élément de façon plus rapide. Et donc on peut essayer d'implémenter notre matrice, notre tableau 2D, sous forme de tableau. Bon, pour ça, c'est ce que j'ai commencé à faire ici. On peut faire un type d'enregistrement. On va contenir le nombre de lignes, le nombre de colonnes, et un tableau avec toutes les données dedans. On pourrait faire un tableau 2D, mais on peut faire un tableau simple et mettre tous les données les unes à la suite des autres. Donc souvent c'est une façon classique de faire, on va mettre toute la première ligne, puis toute la deuxième, etc., etc. Et quand on veut accéder à un élément, on va faire le petit calcul qui va bien pour retrouver à partir de IJ la position à l'intérieur de notre tableau ici, qui correspond. Donc là j'ai fait un constructeur pour la matrice que j'ai faite, qu'on a faite ici. Donc, la même chose, mais avec notre structure à nous, sous forme de tableau. Et si on veut convertir, pareil que ici, si on veut convertir un string avec des lignes ici, des anti/n, en matrice 2D,
et ben on peut faire quelque chose comme ça. Donc là c'est pas très robuste parce que ça ne vérifie pas que toutes les lignes sont bien de la même taille, mais sur les données de l'advent of code, il n'y a pas d'erreur, donc on peut faire un truc relativement simple comme ça. Bon, peu importe. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est comment on fait pour accéder à un élément IJ dans notre type ici à nous. Et ben, on va faire des accès sur un tableau, c'est-à-dire des entrées-sorties. Donc on va avoir cette contrainte de type ici. On va avoir notre matrice sous forme de tableau cette fois, qui contient des éléments de type A. On va avoir le numéro de la ligne, le numéro de la colonne, et ça va nous retourner un maybe A, et après avoir fait des entrées-sorties, donc il faut retourner IO de maybe A. Et puis voilà. Alors, comment on implémente ça? On a notre matrice M, coordonnées I, coordonnées J, et donc le résultat, c'est read array, comme on a vu tout à l'heure, de notre tableau. Donc notre tableau, c'est le champ AR de notre matrice M ici, donc M.AR. Et ensuite, il faut lui donner la position dans ce tableau. Donc la position, ça va être le nombre de colonnes I ici, multiplié par la largeur de chaque ligne, qu'on va éviter. Donc c'est M.NJ. Et ensuite, on a un décalage de J cases pour arriver à la bonne case. Okay. Si on refait comme tout à l'heure, donc pour accéder à notre matrice ici, 1, 0, et on doit avoir 4 ici. Donc on a bien la même matrice ici, qui s'appelle, qui est construite par MK matrix array 1. On va le tester ici. On va l'appeler R2. Donc on construit. C'est pas ça, c'est comment je l'ai appelé, j'ai oublié. Si c'est ça. MK matrix array 1. Ok. Ensuite on va faire un get IJ matrix array. On a dit de notre R2 ligne 1 colonne 0. On va afficher le résultat et on doit avoir un just 4 si tout va bien. Ok. Alors ça compile, just 4, donc ça a l'air correct. Maintenant, comment on fait l'affichage? Donc tout à l'heure on avait fait ça, donc deux boucles à moquer, ligne, colonne. Ben, on va faire la même chose, mais cette fois on va parcourir les indices de colonnes et de lignes et faire les affichages au fur et à mesure. Donc on va faire des entrées-sorties. On a notre matrix array de caractères aussi. On va simplifier et ça va retourner des sections d'entrée-sortie. On a notre tableau, toujours pareil, une première boucle, des indices de lignes qui vont donc de 0 jusqu'à m.ni-1. Ça nous donne un i qu'on va passer dans une fonction pour faire des trucs avec, c'est-à-dire parcourir également toutes les colonnes. Donc ça, on obtient un j et on peut faire quoi? On peut récupérer le contenu de la case à la position ij avec notre fonction getIJ qu'on a fait juste au-dessus. Sur notre matrice MIJ, on va faire un putcher, alors pas tout à fait, mais je vais d'abord l'écrire comme ça. Et ensuite, entre les lignes, on fera aussi un putcher d'un retour à la ligne. Et voilà. Donc là, c'est pas tout à fait ça parce que, voilà, le caractère ici qu'on récupère, c'est pas tout à fait un caractère, c'est un maybe char. Ce qu'on peut faire, c'est, si c'est, donc soit c'est un just, on récupère la valeur, tout va bien. Si c'est pas un just, on peut mettre un caractère par défaut. Donc il y a une fonction qui permet de faire ça, c'est maybe, je vais dire par défaut, si c'est nothing, on renvoie un espace, sinon on applique la fonction identité sur la valeur du just, et du coup on récupère un caractère, c'est ici qu'on va pouvoir afficher. Ok, on teste sur notre... alors non, c'est pas ça. On va tester sur... Voilà, donc on va récupérer ici nos données.
on va les passer à string to array 2d ici, pour avoir notre matrix array, et on fera un print de ce truc là. Donc ici on va avoir un troisième tableau, on va faire ça, string to array 2d de notre input de tout à l'heure, et ensuite on va pouvoir afficher notre tableau avec la fonction qu'on vient de faire, et normalement on devrait avoir le même affichage que pour l'implémentation de matrices à base de liste. Alors, ça a l'air de compiler. Ok, et donc on a bien l'affichage ici, où cette fois il est vraiment tout mis dans un tableau, et pour l'affichage on accède aux différentes cases avec notre fonction ici, avec les indices. Ok. Donc voilà. Alors une dernière implémentation des matrices qu'il est possible de faire, c'est d'utiliser les types vect de Idris. En Idris, on peut avoir des listes dont la taille est connue à la compilation. Donc le type c'est vect, on va avoir vect de un type A ici, ça c'est le type des éléments de la liste, et on peut définir un n ici qui est la taille des éléments. Donc on a vraiment comme le type liste, mais avec un paramètre supplémentaire qui nous donne la taille de la liste. On peut faire des fonctions de recherche comme d'habitude, on peut créer des valeurs ici, donc ici vect 2 parce qu'il y a deux éléments. Si j'avais mis un troisième élément dans ma liste, dès la compilation, le compilateur me dirait que c'est pas possible, ça correspond pas au type ici. Donc ça, c'est plutôt pratique. Et on va pouvoir faire des matrices avec ça. Si les données d'entrée, on connaît pas leur taille, on va pas pouvoir faire ça. Mais si on fait par exemple des matrices pour faire des transformations géométriques en 2D, en 3D, on connaît d'avance les tailles de matrices, donc on peut utiliser ce genre de choses, et ça peut être assez intéressant à utiliser. Donc comment ça marche? Ça va être pareil, notre type, il va avoir le nombre de lignes en I, le nombre de colonnes J, et un type d'élément A, et ça va être du coup d'être une liste de listes, ce sera un vect de vect. Donc un vect où il y a NI lignes de type vect NJ A. Voilà. Le type de mon type, c'est un constructeur de type, où on a deux tailles ici, c'est des sorties naturelles. On a le type des éléments dans le vect, donc c'est un type, et ça nous retourne le type qu'on est en train de définir, matrice vect ici. Donc là, pareil, on utilise le système de type dépendant d'Idris pour définir le type du type, et ça c'est plutôt cool. Une fois qu'on a ça, on va pouvoir créer des matrices comme on avait tout à l'heure. Donc là, le type de cette matrice-là, ça va être un matrix vect de, donc là on a deux lignes, trois colonnes, et à l'intérieur on a des entiers par exemple. Donc là je peux mettre ça, et là il est content, le compilateur vérifie que ça fonctionne bien. Pour si j'avais que deux colonnes ici, donc deux lignes de colonnes, si je mets le même type ici, le compilateur est capable de le détecter. Donc là c'est pas possible, c'est deux colonnes qu'il y a ici, et ça lui plaît mieux. Ok. On peut faire des fonctions qui vont manipuler tout ça, et vérifier que tout est valable aussi. Alors par exemple, si je veux ajouter des matrices, j'aurai un matrix vect avec une taille NI, une taille N1, une taille N2, et des éléments de type A. Donc on peut avoir quelque chose comme ça. Si on ajoute les éléments, il faut que le A soit de classe nulle. Ici, je vais le rajouter. J'ai une première matrice de ce type, une deuxième, de exactement le même type, avec les mêmes tailles, le même type à l'intérieur, et ça me donne un résultat avec toujours le même type également. Donc là, du coup, le compilateur va vérifier les tailles, et on ne pourra pas ajouter deux matrices de tailles différentes, ce qui est normalement pas possible. Ça, c'est plutôt intéressant. Comment on fait l'implémentation de ce truc-là? Alors en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre, pour chaque ligne, on va prendre la première matrice, la deuxième matrice, on va faire un calcul dessus, pareil pour le calcul suivant, ça c'est un zip-wiz, et le calcul sur chaque ligne, c'est pareil, on va prendre chaque coefficient, faire la somme, et on obtient le liste résultat. Donc ça c'est zip-wiz, c'est la fonction qui permet de faire ça. Donc là, pour chaque ligne des deux matrices, on va zipper la fonction qui consiste à zipper les coefficients de la ligne, et l'opérateur c'est faire la somme. Bon, c'est pas très intéressant, mais voilà, juste ça. On teste. Donc si je fais un add
matrix vect 2, on va prendre la première, voilà, et il faut, je vais l'ajouter avec elle-même. Ok, donc ça normalement, alors il est pas content, pourquoi il est pas content? Ah oui, c'est pas liste, c'est vector. Vect, bon. Matrix vect, n'importe quoi, matrix vect 1, ok, et pareil pour la deuxième. Voilà, donc là, ça c'est valide. Si j'avais pris la deuxième, qui fait de taille de 2 au lieu de... Donc là c'est une taille de 3 et une taille de 2, donc c'est pas possible. Il me dit que c'est pas possible. Donc on fait ça. Donc là, deux matrices de taille de 3, ça c'est possible. Et on va vérifier qu'il nous fait bien l'affichage. Alors l'affichage il devrait nous donner... Donc 1, 2, 3, 4, il va doubler tous les coefficients, donc ça devrait nous faire 2, 4, 6, etc. 2, 4, 6, etc. Donc ça a l'air correct. Donc là c'est plutôt cool, on est capable de vérifier que les tailles sont correctes. Et il peut faire même plus que ça, on peut faire des vrais calculs sur les données qu'on a ici. Donc ça c'est grâce au type dépendant, on peut vraiment calculer, faire des calculs sur les types ici, avec des fonctions, bref. Par exemple, si je veux aplatir une matrice, on va prendre, retourner dans un vecteur, tous les coefficients les uns à la suite des autres. Et ben, en entrée on a un matrix vect n1, n2, a, et en sortie on a un vect de a, et pour la taille, et ben on va avoir en fait n1 fois n2. Ben on peut l'écrire directement, n1 fois n2, on aurait pu utiliser une fonction pour faire un calcul qu'on utilisera ici dans la déclaration du type, tout ça c'est possible avec les types dépendants. Bon, la fonction elle existe déjà, ça s'appelle concat, donc je vais juste la reprendre ici. Et là il vérifie que ça fonctionne bien. Et du coup, bah, si je veux faire mon petit calcul, on va mettre ma matrix vect 3. Et ben si je lui dis que c'est flat matrix vect de my matrix vect 1 par exemple, ok, donc ça va être ici de 3 et mettre tous les coefficients à la suite, donc le type ici, alors c'est pas une matrice d'ailleurs, c'est plutôt un vecteur, on va mettre comme ça, hop, et son type ce sera un vecteur de taille 6 avec des entiers à l'intérieur. Ok, ça a l'air de lui plaire, et si je m'étais trompé ici, ben il le détecte dès la compilation. Donc je vais le relaisser comme ça, on va l'afficher pour voir si ça marche bien. myvec 3, hop. Ça a l'air de compiler. Et on a bien 1, 3, 4, 5, 6. Ok. Donc voilà, donc différentes façons d'implémenter des tableaux 2D en Haskell, soit des listes de listes, soit un tableau, et puis on s'arrange pour calculer les éléments, soit vraiment des listes avec les tailles qui sont prédéfinies à la compilation, selon l'algorithme qu'on veut coder, le problème qu'on veut résoudre, bah ça peut être intéressant d'utiliser l'un ou l'autre. Si on a besoin de faire des accès aléatoires, peut-être un tableau ce sera mieux. Si on veut faire quelque chose de simple et qu'on n'a pas des gros accès compliqués aléatoirement à faire, bah on peut utiliser une liste de listes, ça sera suffisamment. Ce sera suffisant. Pour terminer, donc on va voir quelques exemples de la of code, et notamment comment choisir les structures de données à utiliser. Et en fait, quelque chose qu'on peut remarquer, c'est que c'est pas parce qu'un problème se représente sous forme de tableau 2D que ça va être la bonne structure à utiliser. Il y a peut-être des structures plus intéressantes à utiliser. Par exemple, sur l'exercice du jour 21, on avait un clavier directionnel comme ça, donc il y a des touches ici sur un clavier qui permettent de bouger un bras robotisé. Et pour accéder à ce clavier, il fallait utiliser également un bras robotisé. En fait, le bras robotisé, il est positionné quelque part et on peut le déplacer soit vers la gauche, soit vers le bas, soit lui faire appuyer, etc. Et les commandes, bah, c'est les mêmes commandes que ce clavier ici. Donc les touches, c'est aller vers le haut, activer, à gauche, en bas, à droite. On peut représenter ça par un tableau 2D. Par contre, bah, du coup, il faut s'arranger pour aller voir les cases d'à côté, quels mouvements sont possibles, etc. Si on va à la case J+1, bah, ça correspond à aller vers la droite, on pourrait faire des choses comme ça, c'est pas forcément la façon la plus judicieuse de faire. Ce qu'on pourrait faire, c'est représenter ça sous forme de graphe pour savoir bah, de cette touche-là, sur quelle autre touche je peux aller, et en faisant quel mouvement. Donc là, par exemple, de la touche O vers la touche A, on peut y accéder avec le mouvement aller vers la droite. Si par exemple je prends là, la touche droite peut aller vers la touche A, en faisant le mouvement, donc ici
droite vers A en faisant le mouvement vers le haut. On peut représenter en fait les liens entre les touches par un graphe ici, qui nous dit de telle touche, je peux aller telle touche avec tel mouvement, etc. Et donc ça peut être plus intéressant de manipuler directement le graphe, plutôt que d'avoir un tableau et d'essayer de retrouver les mouvements, quelles sont les cases voisines, etc., etc. Sachant que dans un tableau, on peut déborder du tableau, il y a peut-être des cases qui sont invalides, donc il vaut peut-être mieux utiliser un graphe qui nous modélise directement les liens entre les différentes touches. Comment représenter ce graphe? En fait, ce qu'on peut faire, c'est dire qu'une arête, c'est le nœud de départ, le nœud d'arrivée, le mouvement pour faire cette transition. Et puis on a une liste d'arêtes comme ça. Donc ça va être le type, une liste de 3 caractères ici, le nœud de départ, le nœud d'arrivée et la direction pour faire le mouvement. Et du coup, pour aller de haut vers A, il faut faire un mouvement vers la droite, et c'est le premier tube qu'on a dans notre liste. Également, de la touche haut, on peut aller vers la touche bas en faisant un mouvement vers le bas. C'est ce qu'on peut représenter ici. Donc on peut représenter toute notre graphe ici avec la liste de toutes les arêtes. Donc ça peut être pas mal. Si notre algorithme, il va regarder un peu tous les nœuds à chaque fois, donc selon ce qu'on doit faire, ça peut suffire. Par contre, si on a besoin très souvent de dire je suis sur tel nœud, le graphe il est compliqué, je vais arriver directement sur le nœud et puis savoir uniquement les informations pour ce nœud-là, ça peut être plus intéressant de mettre ça dans un dictionnaire, où la clé ce sera le nœud de départ, et dans les valeurs j'aurai la liste des mouvements et des touches possibles. Donc on peut faire ça comme ça. Au lieu d'avoir une liste, je vais avoir un dictionnaire, le nœud de départ et la liste de pour ce nœud d'arrivée selon telle direction, il y a une arête qui est possible. Donc là ça serait représenté de cette façon-là. Pour la touche du haut, il y a ces mouvements-là qui sont possibles, vers la touche A en allant vers la droite, vers la touche du bas en allant vers le bas, etc. etc. Donc voilà, pareil, selon ce qu'on a besoin de faire dans l'algorithme, ça va nous permettre d'accéder plus rapidement aux différents nœuds, et d'avoir les informations pour ce nœud-là uniquement. Un dernier exemple, pour le jour 6 par exemple, on avait un plateau 2D qui est représenté par des caractères. Le point ici, c'est une case libre où on peut se déplacer, et les dièses, c'est des obstacles. Et on a un personnage qui doit se déplacer dans cet environnement-là. Initialement, il est ici, et il va vers le haut. Et donc, quand il rencontre un obstacle, il va en ligne droite, et dès qu'il y a un obstacle, il fait un quart de tour à droite, et il continue. Donc là, si on regarde ici le déplacement de ce plateau-là, il va aller vers le haut, vers la droite, donc il va aller ici, ensuite il va descendre, dans la gauche, vers le haut, etc., etc. Donc il fait tout ça, et à la fin, il sort ici du plateau, en allant vers le bas ici. Et la question, c'était simuler ce parcours-là, et compter combien de cases différentes le personnage a traversé. Une façon de faire ça, ce serait de représenter ces données dans un tableau 2D. Par contre, il faut calculer les déplacements à la main. Donc là, ici, on va regarder vers le haut, la case qui est la case qui est avant, est-ce que c'est libre ou pas. Si c'est libre, on continue. Si on a un obstacle, il faut aller sur la case changer de déplacement, etc., etc. Donc chaque parcours en ligne droite va être potentiellement de la taille, de la hauteur ou de la largeur du plateau. Ce qu'on peut faire, une autre façon de faire ça, ce serait plutôt de stocker les positions des obstacles et de dire, ici, dans cette direction-là, sur cette colonne-là, j'ai 2 obstacles, ici et ici. Et puis je peux regarder, moi ma position c'est ici, donc celui-là je l'oublie, et je regarde quel est le suivant, c'est cet obstacle-là, et donc pour mon parcours ici, au lieu de calculer toutes les cases, je peux savoir que directement, il y a la position à tel endroit de l'obstacle. Et donc m'arrêter juste avant. Donc on a une représentation 2D qui nous est fournie, mais peut-être c'est plus intéressant de transformer ça en des listes qui nous disent pour telle colonne, il y a tel obstacle à tel endroit, et il y a un autre obstacle à tel autre endroit, etc. Du coup, on va avoir un calcul où on aura directement la position de la collision, plutôt que d'avoir à tester toutes les cases ici. Donc là, c'est ce qui est fait ici. Je ne veux pas trop détailler, on a un type pour la direction, pour la position, et notre plateau, il est représenté par quelles sont les colonnes ici, pour une ligne donnée, quelles sont la liste des obstacles, et pareil pour toutes les directions en fait. Donc en ligne, en colonne, et inversé si on va dans les autres sens. Et après, du coup, on peut faire une fonction pour aller en ligne droite, où est-ce qu'on va récupérer, où est-ce qu'on va arriver, est-ce qu'on est sorti du plateau, dans quelle direction on se retrouve, et quelles sont les positions qu'on a traversées. Et on met ça dans un set. Comme ça, si on a traversé certaines plusieurs fois, c'est pas grave, elles seront représentées qu'une seule fois. Et du coup, on pourra compter le nombre de cases qu'on a traversées avec la taille de l'ensemble ici, qu'on aura construit au fur et à mesure, en faisant nos parcours en ligne droite, et en appelant
récursivement cette fonction-là. Donc voilà, en conclusion, dans Idris, on a des différentes structures de données qui sont assez classiques, notamment les listes, les tableaux, les dictionnaires, sachant que ça va dépendre un peu de l'algorithme qu'on a calculé. C'est pas forcément parce qu'on a une structure 2D qu'il faut utiliser un tableau 2D, peut-être un graphe ou un dictionnaire. Ce sera plus intéressant à utiliser. Et voilà.